ce qui est dans l'air du temps a le même destin qu'une feuille morte. Souveraineté, libération, franc CFA, etc. sont des sujets portés par de larges franges de la population du continent. Des sujets colportés comme opinion, comme dirait Gaston Bachelard, comme sens commun, ce que tout le monde dit, la même chose que tout le monde dit, comme dirait Émile Durkheim, ou idéologie, comme dirait Karl Marx. Et c'est pour ça que Gaston Bachelard, qui était le professeur de méthodologie de Cheikh Anta Diop, Bachelard nous a laissé, en termes de méthodologie des sciences sociales, toutes les sciences sociales, un travail monumental, un travail extrêmement dense. Lorsqu'il est décédé, son cours a été repris à la Sorbonne et dans les universités autour par une dame décédée récemment, qui était l'une des meilleures spécialistes en sciences politiques en langue française. Madeleine, elle s'appelait Madeleine Gravitch. Elle a écrit un manuel de sciences politiques en 4 volumes. Chaque volume fait 1000 pages. Et elle a été aussi mon professeur sur la méthodologie des sciences sociales. Gaston Bachelard nous a attiré notre attention sur la nécessité de sortir de l'opinion, de sortir des opinions émises par le sens commun, de sortir de l'idéologie. Tout cela étant ou manipulation ou impropre à voir clair dans les sujets qu'on veut traiter. Bastard disait que l'opinion n'a pas raison en droit. Ça se comprend parce que ce que l'opinion avance n'est validé nulle part. Et la force de toute idée réside dans sa validation scientifique par la communauté scientifique. Il dit en plus que l'opinion pense mal. Et il ajoute qu'aucun fait ne se laisse appréhender tel qu'il se présente à nous. Il faut le décortiquer. Et ça, c'est dans le talent de Cheikh. Décortiquer ce qui se dit, décortiquer ce qui s'écrit. Pour ne pas sortir de l'opinion est important parce que simplement, il faut à un moment donné passer par une validation scientifique de ces thèses. Des thèses fondamentales sur des questions qui intéressent un peuple, le sien, où toute la jeunesse du continent mérite d'être défendue à travers des publications dans des revues scientifiques et pas seulement dans des livres. Je souhaite qu'on y arrive un jour. Si on est docteur, c'est aussi ça la raison. Écrire des articles de fond validés par les pairs. L'aboutissement, donc, c'est la population. Venons-en maintenant au manifeste pour la souveraineté monétaire. Je ne vais pas parler beaucoup sur ce sujet. Je crois qu'il y a des gens talentueux. Moi, je suis économiste et politiste. Je mets toujours politiste parce que ma première spécialité, c'est d'abord le droit et la science politique, que j'ai fait de la même manière que l'économie, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième cycle. Mais au Sénégal, on ne connaît que l'économiste. Donc, je leur laisserai, eux qui sont des spécialistes ou sur la voie d'être de véritables autorités dans le domaine des questions monétaires. Le livre, donc, Penser la monnaie au service du panafricanisme de Cheikh Oumar Diagne est un appel à repenser les systèmes monétaires africains pour en faire des leviers d'émancipation économique. Moi, je ne me limite pas seulement à l'émancipation économique, mais l'émancipation pour le développement. Je le dis toujours, j'aime le préciser, ça fait 70 ans que François Pérou, Samir Amin et autres, nos anciens professeurs et nous-mêmes, nous avons banni le terme de développement, qui est conçu par notre adversaire, celui qui nous désigne la ligne d'arrivée. C'est pour ça que je préfère l'expression d'émancipation
pour l'accomplissement. Pourquoi émancipation? Parce que nous sommes des peuples déterminés par l'extérieur depuis 5 siècles sans interruption. C'est inédit. Seule la région Afrique est comme ça. Donc il faut nous libérer, nous émanciper de tout ce qui nous neutralise pour arriver à l'épanouissement de nos populations et l'épanouissement également de nos États et de nos institutions. Le livre a été publié symboliquement en janvier. Il critique les héritages coloniaux comme le franc CFA et propose une vision panafricaine de la monnaie. C'est ça, sa trame fondamentale pour aboutir, comme il le dit, à l'indépendance économique et au-delà. Cheikh, dans son travail, critique les systèmes monétaires actuels. Je l'ai dit, il n'est pas seulement nuancé, mais c'est un homme du doute qui ne fonctionne pas sur la base de certitudes. Tout en désignant, disons, en critiquant les monnaies en cours, il lui arrive par bifurcation de temps en temps dans ses écrits d'admettre aussi ce qui est acceptable et soutenable dans ses outils. Parce que la monnaie, c'est un outil, quelle que soit l'importance qu'on peut lui donner par ailleurs. Elle a des forces, elle a des faiblesses, même dans le contexte du franc CFA, ce qu'il appelle avantages et inconvénients. Il souligne aussi, et sa critique touche aussi la dépendance aux accords extérieurs et leur adaptation aux réalités locales. Donc sa bataille, c'est un panafricanisme, mais un panafricanisme repensé. Il propose des solutions adaptées, c'est-à-dire une monnaie régionale, une monnaie commune régionale, dit-il, ou une coordination de monnaie nationale plutôt qu'une monnaie unique centralisée. Mes collègues parleront de tout ça. Mais son symbole et sa cible première, c'est d'abord le Sénégal, et il suffit simplement de voir la préface. Dans son éminent travail, les concepts essentiels sont explicités, tels que la monnaie unique, la monnaie commune, la monnaie nationale. Je ne m'étends pas là-dessus. Encore une fois, en mettant l'accent sur les avantages, c'est-à-dire la facilité des échanges, la stabilité des prix. Je n'ai pas dit la stabilité des économies, la stabilité des prix. Parce que la stabilité, tout le monde le sait, des prix, concernant le franc CFA, c'est un leurre. C'est un voile aussi qui ne montre pas sérieusement tous les handicaps portés par ce type de monnaie. Les risques aussi, il parle des risques, c'est-à-dire la perte de contrôle sur la politique monétaire. Et ça, c'est vrai. L'inflation est un instrument de politique économique. La dette est un instrument de politique économique. Si vous ne pouvez pas agir sur ces leviers, c'est-à-dire si vous n'avez pas une politique monétaire souveraine, mais vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas changer votre sort. Et je précise qu'à chaque fois que je parle de souveraineté, c'est une souveraineté relative dans la mondialisation. La souveraineté absolue est impossible. Nous sommes trop interconnectés. La crise de la Covid, d'ailleurs, le montre. Il suffit qu'une rupture des chaînes de valeur internationales pour que tout le monde s'effondre. Et de la même façon, l'endettement excessif que nous connaissons concerne tous les pays de la planète. Tous les pays de la planète, parce qu'aucun pays, aucun gouvernement ne pouvait assumer d'être en reste devant la nécessité de soutenir son secteur privé, le secteur productif, ou ses ménages. Donc, il aborde ces questions de la monnaie, et moi je vais terminer par là. Je pense qu'il y a des aspects pour étayer son travail encore plus scientifiquement, de revenir sur des exemples historiques éclairants. Je ne fais que les citer. Le cas de l'euro, la réunification allemande en 1990, je donnerai un texte pour que vous voyez les détails, et le cas particulier de la zone franc et du franc CFA. Il parle de la gestion des risques et de la nécessité d'une coordination, disons, régionale. Pour aller plus loin, donc, ces exemples historiques qu'il devra étudier et approfondir. Et déjà, je sais que ces exemples montrent qu'aucun système n'est parfait.
Il n'y a pas de vérité dans ce sens. Tout dépend, la politique monétaire dépend du cadre macroéconomique général et des conditions objectives dans lequel le pays se débat. Il faut donc préparation, coopération et adaptation aux réalités. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Chérifchi, pour cette belle bouche. Vous avez rappelé que le rôle des intelligences humaines devait être plus dans la production au niveau de la production scientifique mondiale. Bon, ça ne sert à rien aussi d'avoir participer à la production mondiale. Donc, le professeur et beaucoup d'Africains, petit à petit, avancent dans cela. On espère que ça va faire une norme d'ici quelques années. On va donner la parole au docteur Babacar Sène. Excusez-moi, professeur Babacar Sène. Merci beaucoup, cher modérateur. Monsieur le Président, permettez-moi, avant de donner mon avis sur le sujet, le contenu de l'ouvrage du docteur Cheikh Omar Diagne, de saluer tous les panélistes, les collègues qui sont ici, les différents panélistes, les participants invités, et de remercier aussi Cheikh Omar Diagne pour cet ouvrage de très haute facture. Je suis bien placé pour parler de cet ouvrage parce que j'ai eu à cheminer avec lui à un certain moment donné, donc pendant quand même quelques années, notamment lorsqu'il rédigeait sa thèse de doctorat, donc il a défendu il n'y a pas longtemps. Bien que quand même, par rapport à certains passages de la thèse, on n'était pas en phase, certaines positions. C'est vrai, dans certains cas, on avait les idées qui convergeaient, mais dans d'autres cas, donc, voilà, on n'était pas en phase. En tant qu'économiste, fervent défenseur des unions monétaires, et ça n'engage que moi, ma conviction est que la consolidation des acquis de l'Union me semble quand même voilà, une bonne voie. Et je continue à défendre cette position. C'est pour cela, avant les élections passées, lorsque le candidat le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye avait fait la conférence de presse avec le premier Ousmane Sonko, premier ministre Ousmane Sonko, donc j'avais sorti une note. Donc, et cette note, en réalité, était une forme d'alerte par rapport aux questions des unions monétaires, en pesant pour le contre ou le pour, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait sortir, est-ce qu'il ne fallait pas sortir. Et tout ce que j'ai dit dans cette note-là, en réalité, il y a des éléments qui convergent avec ce que Cheikh Omar Diagne dit dans son ouvrage, mais il y a d'autres éléments quand même qui font que voilà, on n'est toujours pas en phase. Cela n'empêche voilà, qu'on continuera à discuter, etc. Et c'est ça qui fait avancer, les choses. C'est vrai, le choix, parce qu'en réalité, son ouvrage porte sur le choix d'un régime de change. Ça, c'est un sujet qui a été longuement débattu au niveau de la littérature économique. Même dans l'histoire monétaire, tout ça, si vous remontez très longtemps, vous allez voir des écrits donc, qui parlent de ça. C'est vrai que la littérature est revenue lorsqu'à un certain moment donné, les pays européens voulaient converger ensemble et créer donc l'euro en mettant en place un certain nombre de systèmes, le système monétaire européen. Et je me rappelle même à l'époque, les pays j'ai l'habitude de le rappeler, les pays de la zone CFA étaient indirectement liés à ce système-là. Notamment à l'époque où la Bundesbank allemande était donc la banque pionnière en Europe. En réalité, même aujourd'hui, quand vous prenez la Banque centrale européenne, depuis qu'elle a été créée, elle n'a fait que répliquer ce que faisait la Bundesbank allemande, mettre en place une politique monétaire
conservatrice, donc on connaît la rigueur des Allemands, voilà, par rapport à ça. C'est vrai qu'à l'époque, les pays de la zone CFA avaient beaucoup souffert dans les années 80, tout ça, à cause de la politique de marque forte. Parce qu'à l'époque, la Bundesbank allemande avait mis en place une politique de marque forte, et les pays européens même, qui étaient liés dans ce système, qui étaient dans ce système-là, notamment des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, ont beaucoup souffert donc, de ce système. Les Français, à l'époque même, étaient obligés de mettre en place des politiques de désinflation compétitives, donc pour pouvoir être donc, compétitifs sur le plan international. Et vous avez, ceux qui ont suivi un peu donc, cette période ont vu les épisodes, par exemple, par rapport à tout ce qui est crise spéculative. Hein, la lire italienne a été dévaluée, pesetas espagnol, même la Grande-Bretagne, qui n'a pas après rejoint la zone euro, mais qui était dans ce système-là, avait beaucoup souffert donc, de ce système. Nous, en Afrique, ici, on était dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Ça veut dire que donc, on a non seulement souffert sur le plan monétaire et souffert sur le plan voilà, au niveau budgétaire. N'empêche quand même, malgré donc, ces turbulences qui ont affecté donc, la zone euro et qui ont affecté donc, notre zone, malgré donc, tout ça, à un certain moment donné, la zone a été quand même assez résiliente. Pourquoi nous défendons toujours l'union monétaire? On va essayer de donner donc, quelques éléments voilà, d'appréciation. D'abord, le fait d'être ensemble, ça nous permet de se lier les mains. Être dans une union monétaire, ça nous permet vraiment voilà, de se lier les mains. Rien n'empêche au pays aujourd'hui donc de l'UMOA d'aller vers un écho UMOA, de rester ensemble, tout en sachant qu'on ne sera plus obligé de fixer notre parité par rapport à l'euro. Rien ne l'empêche. On reste ensemble, on consolide les acquis de l'Union et on essaie de garder une certaine discipline entre nous. Ça, c'est des conditions nécessaires quand même pour que voilà, l'Union puisse être consolidée et puisse être pérennisée. Parce que quand même, si on regarde, donc si on compare quand même un peu ce qui se passe au niveau africain à l'échelle internationale, on prend le cas de la crise donc, de Covid-19, les pays de l'UMOA quand même ont été assez résilients par rapport à cette crise-là. Donc moi je fais partie des fervents défenseurs donc, de cette position, qui peut être une position de panafricain, d'autant plus qu'on reste ensemble, on consolide et on essaie voilà, de décrocher le franc CFA de l'euro. Le choix de régime de change, voilà, il y a beaucoup de régimes de change qui existent dans le monde. Les gens pensent que souvent que c'est deux régimes, fixité, solution en coin fixité, solution en coin donc flottant, mais il y a des régimes intermédiaires. Donc il y a voilà, beaucoup de régimes de change donc, qui peuvent faire l'objet d'analyse et voir donc, quel serait le régime le plus adéquat. Ça, c'est notre position donc, par rapport à ce qui a été dit dans cet ouvrage. Je tiens quand même à féliciter donc, Cheikh Omar parce que lui, il a pris un risque intellectuel en allant vers ce sujet très sensible. Donc, il est parvenu quand même donc, à proposer des solutions. Donc il y a une des solutions quand même qui me semble donc assez intéressante et ce qui rejoint ce que moi je défends. À un certain moment donné, on peut rester toujours ensemble, aller vers un écho, tout en ayant notre indépendance monétaire. Parce que si on va seul, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais regardons au niveau des pays de la CEDEAO, des pays comme le Ghana et le Nigeria. C'est vrai, ils sont souverains monétairement, mais nous aussi, on peut rester souverains monétairement tout en restant ensemble. Rien ne l'empêche de le faire. On est souverain, on reste ensemble, on décroche le CFA donc, de l'euro, tout en sachant qu'il y a des préalables, parce que n'oublions pas que nous avons une dette extérieure très importante en devise, ça c'est important. Quand est-ce qu'on va décrocher? Si vous décidez de décrocher comme ça, alors que vous avez une dette qui va exploser, tout ça là, donc il y a des risques énormes. Donc il faudra mesurer tous ces risques-là. Voilà, c'est des risques qui sont importants et ne pas les négliger. Aujourd'hui, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana ont des dettes énormes sur le marché des eurobonds, par exemple. Or, sur le marché des eurobonds, si vous faites défaut, souvent les restructurations, ça prend beaucoup de temps. On a vu le cas de la Zambie qui a fait défaut en 2019.
qui est parvenu à restructurer sa dette récemment. On a vu le cas du Ghana qui a fait défaut aussi un peu plus tard, mais qui est parvenu aussi à restructurer sa dette, parce que n'oublions pas que sur ces marchés-là, pour qu'on aille vers des restructurations, compte tenu du fait que les investisseurs sont tellement nombreux, donc sur les marchés, ils sont éparpillés, on doit aller vers ce qu'on appelle des clauses d'action collective. Et les clauses d'action collective, ça peut prendre beaucoup de temps, tout ça. Donc il faut vraiment, avant de changer de régime, il y a des préalables. Voilà, c'est vrai. Il y a tout un débat qui nous dit oui, il faut aller vers ça, mais attention, voilà, par rapport à ça, donc il faut se préparer. Sur le plan de l'endettement, ça c'est fondamental. La question des réserves de change. Aujourd'hui, tout à l'heure, le professeur Chérif Salif Sy a parlé de la question de la politique monétaire, mais si on prend notre zone aujourd'hui, l'un des éléments les plus importants par rapport à la politique monétaire, c'est la disponibilité en régime de change, parce qu'aujourd'hui, quand une économie n'a plus de réserve de change, cette économie ne pourra plus importer ni rembourser sa dette extérieure. Donc la question des réserves de change aussi, c'est une question très importante vraiment à prendre en compte. Je pense que ces éléments-là, s'ils sont davantage pris en compte dans une version peut-être qui sera une deuxième édition ou troisième édition, ça donnera encore beaucoup plus de valeur. D'autant plus que le livre est déjà vraiment un livre très intéressant et vraiment qui permet vraiment d'avoir une lecture critique par rapport à tout ce qui est fait sur le plan du choix de régime de change, mais tenir compte aussi de ces différentes dimensions-là, donc devrait aider aussi donc à permettre d'avoir un débat encore beaucoup plus intéressant. En tout cas, c'est ce que je veux dire pour le moment, en attendant par exemple les interventions des uns et d'autres pour pouvoir rebondir. Encore une fois, félicitations au docteur Cheikh Omar Diagne. Merci.